Bonjour, mon nom est Caria Lucie, père aidante. Je suis aussi éducatrice spécialisée de formation, maman de 2 enfants. Je suis aussi atteinte de plusieurs problématiques de santé mentale et en rétablissement depuis 2018-2019 environ. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler, de 2 choses. Mon parcours de vie, parce que, à travers mon parcours, j'ai aussi vécu l'itinérance. Et on m'a demandé de venir vous parler de mon rôle de père aidante. Parce que oui, je suis éducatrice spécialisée de formation, mais j'ai suivi une formation additionnelle pour pouvoir utiliser mon vécu expérientiel à travers mes interventions. Donc, je vais commencer par vous parler de mon parcours. Puis après ça, je vais vous parler un peu plus de la père aidance. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, par rapport à mon parcours de vie, une chose qui est importante à savoir, je pense, c'est que mon début de vie a été vraiment très, très difficile. À l'âge de 1 an et demi, ma mère était atteinte de problématiques de santé mentale. Elle avait la schizophrénie. Je dis elle avait parce qu'elle est décédée aujourd'hui. Mais c'est ça, quand j'avais 1 an et demi, j'ai été placée en famille d'accueil. Pendant plusieurs années, j'ai vécu des abus, de la négligence, des abus physiques, des abus sexuels à répétition sur plusieurs années. Et quand ils ont décidé de finalement fermer la famille d'accueil, j'ai eu droit à aucun service avant plusieurs années. Donc, à l'enfance, j'ai développé un trauma complexe qui laissait paraître, dans le fond, qui se faisait sentir par plusieurs symptômes comme l'irritabilité, la colère intense, un blocage au niveau des émotions. Euh, Puis à l'adolescence, mon blocage au niveau de mes émotions faisait en sorte que j'avais un sentiment de vide à l'intérieur qui était très, très, très intense. Tout était plate, tout était long, tout était vraiment, me semblait, c'est ça, très, très plate comme vie. Donc, je me suis mis à consommer extrêmement à l'adolescence. J'ai consommé des drogues dures. J'ai vécu une première psychose à l'âge de 13 ans. Euh, j'ai vécu une première hospitalisation en conséquence d'une crise d'automutilation suite à une séparation à l'âge de 15 ans. J'ai eu aussi à ce moment-là un de mes premiers diagnostics. Donc, j'ai vraiment eu une adolescence qui a été très, très, très tumultueuse. À travers ça, j'ai continué à me promener à travers la protection de la jeunesse. J'ai fait plusieurs familles d'accueil. Je me suis retrouvée en foyer de groupe à l'adolescence, où est-ce que j'ai travaillé ma transition à la vie adulte. Et à un moment donné, je suis arrivée à l'âge de 17 ans, à un moment où est-ce que j'étais prête physiquement. Donc, j'avais déjà tous mes meubles pour mon appartement. Et j'avais déjà l'intention d'aller en appartement. Par contre, je n'étais pas prête mentalement. Et il y a eu comme une lacune au niveau des services. Le foyer de groupe dans lequel j'ai été a dû dans le fond, il m'a carrément annoncé qu'il y avait besoin de place pour un autre jeune. Donc, il m'a proposé de soit partir tout de suite ou soit de partager mon lit à ce moment-là. Fait que j'ai décidé de quitter rapidement en appartement. Et l'arrivée en appartement à l'âge de 17 ans a été très, très confrontant pour moi. Le clash de service entre le foyer de groupe et le fait de me retrouver toute seule en appartement a été très, très difficile à vivre. J'ai vécu énormément de sentiments de solitude. Euh, Où est-ce que ce sentiment de solitude-là, j'ai essayé de l'éviter en faisant plein de soirées chez moi, en invitant des amis, en consommant encore plus, ce qui m'a amené des problèmes avec mes propriétaires, ce qui m'a amené des problèmes au niveau de mon humeur. Puis à un moment donné, j'ai une de mes amies qui m'a proposé d'aller aux alcooliques anonymes. Puis au début, j'étais très, très, très réticente, mais j'ai fini par y aller. Et en rencontrant d'autres personnes qui avaient des problématiques similaires aux miennes, j'ai fini par développer un sentiment d'appartenance à ce groupe-là, ce qui m'a aidé au niveau de ma consommation de drogue. Donc, j'ai diminué ma consommation de drogue jusqu'à être capable d'arrêter.
Par contre, j'ai continué quand même à vivre des relations, amoureuses qui étaient très toxiques, voire même, qui étaient accompagnées de violences conjugales. Donc à un moment donné dans ma vie, à l'âge de à peu près 19 ans, j'ai dû quitter mon appartement pour assurer ma sécurité parce que j'étais en danger à ce moment-là. Donc, je me suis retrouvée à vivre en situation d'itinérance. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée à j'ai pas dormi dans la rue, j'ai pas vécu de l'itinérance chronique, comme qu'on pourrait dire, mais j'ai vécu de l'itinérance invisible, comme qu'on pourrait dire. Puis j'en parlais tantôt avec Mégane, mais je pense que pour tout ce qui est la catégorie jeunesse, l'itinérance est un peu plus tabou, un peu plus invisible parce qu'on la voit moins. Mais moi, à ce moment-là, je me suis retrouvée à dormir dans des centres d'hébergement. Je me suis retrouvée à dormir sur le divan chez mes amis. J'ai même essayé un retour chez ma mère où est-ce que ça fonctionnait vraiment pas du tout parce que c'était un milieu quand même assez instable. Euh, on m'a demandé pour la présentation d'identifier ça a été quoi l'élément déclencheur de mon rétablissement. Ben, à un moment donné, je suis tombée enceinte à travers tout ça. J'ai eu ma première fille. Et ça n'a pas été miraculeux, je peux vous dire. Je ne suis pas tombée enceinte, puis je me suis pas dit je vais tout arrêter ça, puis je vais trouver une stabilité résidentielle. Non, malheureusement, les premières années non, les premières années de vie de ma fille, à peu près de l'âge de 1 an à 2, 3 ans, j'ai vécu de l'instabilité résidentielle avec mon enfant. Je me suis retrouvée à déménager souvent et je l'ai exposée aussi à de la violence conjugale. Puis, à un moment donné, euh, merci. Là, je prends tout mon courage à deux mains pour vous, vous en parler. Quand j'en parle, j'aime vraiment pas ça. Puis à un moment donné, ma fille, à l'âge de 3 ans, est venue pour se mettre devant moi, puis mon partenaire pour essayer de me protéger. Puis je me suis vue en elle quand j'étais jeune, puis je me suis dit, là, si j'arrête pas ça, si j'apprends pas à être bien avec moi-même, si j'apprends pas à combler mon besoin d'être aimée, ma fille, elle va développer des traumas comme moi j'ai développé, puis j'avais vraiment pas envie de ça. Fait que ça a été ça, mon élément déclencheur à mon rétablissement. Je me suis signée pour la première fois un bail à mon nom, seul à mon nom. J'ai pris un suivi avec un psychiatre. J'ai commencé à prendre la médication pour essayer de tout gérer, justement, mon sentiment d'irritabilité, mon sentiment de vide. J'ai aussi, tu sais, justement, un besoin de vivre des sensations fortes, d'où pourquoi je me retrouve, que j'ai accepté de me retrouver devant vous aujourd'hui, malgré mon diagnostic d'anxiété généralisée aussi. Je pense que c'est ça. En 2019, j'ai commencé vraiment à trouver différents moyens pour répondre à mes besoins, mais de manière sainement, à la place de consommer, à la place d'être dans des relations abusives, d'être dans des relations amoureuses toxiques. Puis ça a été vraiment un long parcours. En fait, le rétablissement, c'est non linéaire, là. C'est des hauts, c'est des bas. Je peux pas vous dire qu'aujourd'hui, je suis complètement rétablie parce que c'est le travail de toute une vie. Mais en 2019, j'ai vraiment commencé à essayer de trouver des moyens pour répondre justement à mes besoins. En 2020, non, excusez. En 2019, c'est ça, j'ai commencé mon rétablissement. Et malgré tout ça, la charge d'avoir un enfant, le fait d'avoir un travail à temps plein, le fait de... C'était vraiment énorme. Je me rappelle un jour, j'ai appelé ma mère en pleurant pour lui dire que j'étais complètement à bout, que je voulais tout abandonner, que je voulais laisser la garde de mon enfant à son père. Et je l'appelais en pleurant en disant je veux aller vivre en hébergement, j'ai le goût de tout abandonner. Malgré le fait que j'avais commencé mon rétablissement, c'était quand même beaucoup pour moi. Et ma mère qui me répond ben Carrière, t'es capable de faire, t'es capable
de faire plus que ça, tu es capable de continuer de te battre. Puis j'ai dit, ben maman, toi aussi, tu es atteinte de problématiques de santé mentale, tu devrais être en mesure de me comprendre. Tu sais, toi aussi, tu as vécu la parentalité avec la problématique de santé mentale, tu devrais être capable de me comprendre. Puis là, ma mère qui me répond, OK, si tu veux y aller vivre en hébergement, je suis capable de te comprendre. Mais rappelle-toi que moi, je me suis battue. Je me suis toujours battue pour toi. J'ai fait les cours d'habileté parentale qu'on m'a demandé. Elle dit, j'ai fait mon suivi avec mon psychiatre, j'ai pris la médication, puis j'ai fini par me stabiliser. Elle m'a dit, si toi, tu es capable, si moi, j'ai été capable de le faire, toi aussi, tu vas être capable de le faire. Mais si ton choix, ton dernier choix, reste d'aller en hébergement, je vais te respecter là-dedans. J'ai raccroché le téléphone, j'ai pris un bon 2 minutes pour réfléchir, puis j'ai continué de me battre. En 2020, ma mère est décédée. Pour moi, ça a été un choc énorme. J'ai été obligée de prendre un arrêt de travail. Malgré le fait que j'avais jamais vécu avec ma mère, elle avait toujours été pour moi un modèle de résilience énorme. Puis, quand est venu le temps de retourner au travail, je me voyais pas retourner dans mon rôle d'éducatrice spécialisée. À ce moment-là, je travaillais à la protection de la jeunesse. La vie fait drôlement les choses. J'étais constamment confrontée aux mêmes lacunes du système que j'avais vécu quand j'étais jeune, sans pouvoir rien faire. Mon sentiment d'impuissance, je le revivais constamment. Alors que j'avais envie de partager mon vécu, je rencontrais des mères en détresse, je rencontrais des parents en détresse, des jeunes qui étaient écœurés du système, qui étaient fâchés, qui étaient en colère contre le système, puis qui faisaient juste extérioriser leur colère à la place de se centrer sur leur cheminement. Puis j'avais envie de leur dire, hey, je suis passée par là, je comprends ton cheminement, je comprends ta souffrance, je peux me l'imaginer, puis pourtant, j'ai été capable de m'en sortir. Puis, je voulais le faire, mais je ne pouvais pas le faire parce qu'en éducation spécialisée, on nous apprend à être neutre, objectif, professionnel, à ne pas parler de notre vécu. J'ai fait des recherches pour savoir si c'était possible d'utiliser notre vécu expérientiel au travers de nos interventions. Puis, j'ai trouvé la formation de père aidant offerte par la QRP, l'Association en réadaptation psychosociale. Puis je l'ai faite. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour la formation. Pour vrai, j'ai rencontré d'autres personnes atteintes de problématiques de santé mentale qui ont été capables de eux aussi s'en sortir. Encore une fois, à ce moment-là, j'ai développé le sentiment d'appartenance. Je fumais encore de la marijuana à ce moment-là. La formation, le fait de rencontrer d'autres personnes comme ça m'a fait tellement du bien que j'ai arrêté complètement la dernière type de consommation que je prenais. Puis, dans le fond, là, je ne sais pas, ça fait combien de temps? Je dois avoir. Je vais être, OK, bon, parfait. Je vais avoir le temps de vous parler un peu de la paradanse. J'ai fait ma formation, puis dans la formation, on apprend vraiment, en fait, les techniques de base en intervention. Comment faire de la validation émotionnelle, comment reconnaître les émotions des autres, comment poser des questions ouvertes pour emmener la personne à se questionner puis à développer leur réflexion. Donc, on apprend vraiment les techniques de base en intervention, mais on apprend aussi à utiliser notre vécu expérientiel de manière judicieuse. Puis quand on dit judicieux, c'est en fait, c'est que quand je vais rencontrer quelqu'un qui a un vécu similaire au mien, soit en toxicomanie ou en santé mentale, je vais pouvoir, premièrement, l'entendre sur qu'est-ce qu'il vit. Puis après ça, je vais essayer de trouver des petits bouts de mon parcours qui peuvent être similaires au sien pour le partager. Puis là, je ne vais pas le partager n'importe comment puis juste parler pendant 10 minutes de mon vécu. Tu sais, on apprend vraiment dans la formation à cibler des courts passages de notre vécu pour ensuite redonner espoir. Donc, c'est important quand que je partage mon vécu en tant que père aidante que ça se termine tout le temps positivement ou sur les moyens que j'utilise pour m'en sortir parce qu'il ne faut pas que la personne parte encore plus désespérée qu'elle l'était avant. Donc, c'est un peu ça le principe de la parrainage. Je peux vous donner un exemple que j'ai vécu avec quand j'ai commencé. En fait, je peux vous annoncer que j'ai créé j'ai créé en partenariat avec mes collègues le premier programme de parrainage à la protection de la jeunesse. Ma gestionnaire, elle a accepté de mettre ça en place. Puis, à un moment donné, je vais toujours me rappeler de la première jeune que j'ai rencontrée.
Ma collègue m'avait dit, j'ai une jeune à te faire rencontrer, il n'y a rien à faire avec cette jeune-là, elle est en transition à la vie adulte, elle a 17 ans, elle sabote toutes les interventions qu'il y a à faire, qu'on fait avec elle. On veut essayer de la préparer pour son appartement, mais elle sabote vraiment tout ce qu'on met en place. Elle fait trop d'anxiété, elle veut pas se préparer, elle veut pas partir, elle voudrait, elle, tout le temps rester en foyer de groupe. Fait qu'elle dit, tu pourrais-tu venir la rencontrer, Caria? Puis, je l'ai rencontrée, j'ai entendu ce qu'elle vivait, je l'ai accueillie là-dedans, je lui ai parlé de mon parcours à moi, puis elle m'a regardée en me disant, Caria, j'ai compris. J'ai dit, t'as compris quoi? Elle dit, j'ai compris que je suis la principale responsable de ma transition à la vie adulte, qu'il n'y a personne qui va me trouver un appartement à ma place, qu'il n'y a personne qui va faire toutes les démarches à ma place. Elle dit, je sais que je vais avoir de l'aide, mais elle dit, je t'écoute parler, puis là, je comprends. Je comprends qu'il va falloir que je me mette en action. Puis elle dit, j'ai même pas vécu la moitié de ton parcours, puis toi, tu étais capable. Elle dit, j'entends ton parcours, puis elle dit, ça me donne tellement de la motivation. Elle dit, c'est sûr que je vais être capable en t'écoutant parler. Fait que pour moi, à ce moment-là, ça a été comme vraiment une paye en soi. Pour vrai, c'est là que j'ai compris l'impact de la peur aidance. C'est là que j'ai compris que justement le partage du vécu expérientiel pouvait vraiment redonner espoir. Puis l'espoir, c'est un carburant énorme à la motivation puis à la mise en place en action. Fait que c'est ça. Merci beaucoup.